Aujourd'hui, je reçois dans mon fauteuil IMO Maître Olivier Pontenot, un personnage hors du commun dans le monde du notariat. Notaire à Paris, formateur, conférencier, star des réseaux sociaux, Olivier va nous parler de ses 7 vies et du chemin qu'il a parcouru. Aujourd'hui, nous allons écouter ensemble Maître Pontenot sur des sujets sérieux qu'il va rendre compréhensibles à travers les réseaux sociaux. Bienvenue Olivier et merci d'être là dans mon fauteuil IMO. Merci pour ton invitation Alexandra. Je t'en prie. Olivier, on va commencer par un exercice de style. Tu as 1 minute top chrono pour présenter ton parcours. Allons-y. Donc, je m'appelle Olivier Pontenot, j'ai 42 ans, je commence par la fin. Je suis notaire à Paris 15e, je suis associé dans un groupe qui s'appelle Acté Notaire Associé. Et j'ai commencé ma carrière dans le notariat quand j'avais 21 ans. Et j'ai gravi un à un tous les échelons de la profession. J'ai travaillé dans plusieurs études, dans tout ce qu'on appelle actes courants, donc tout ce qui intéresse les particuliers. J'ai travaillé aussi dans l'immobilier institutionnel et j'ai aussi travaillé dans des études qui faisaient de la gestion de patrimoine avec une clientèle de banques privées. Donc, ça a duré un peu longtemps à mon goût, parce que j'ai fait 17 ans de salariat. Moi qui suis d'un naturel impatient, ça m'a pris pas mal de temps, mais ça a présenté l'avantage quand même de fortifier mon parcours. J'ai vu plein de structures, plein de clientèles différentes, et ça m'a donné de l'épaisseur quand je me suis associé à l'âge de 39 ans. Olivier, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, les réseaux sociaux, j'y suis allé un peu par accident parce que je me suis toujours intéressé à l'informatique, à la technologie. D'ailleurs, avant de commencer dans le notariat, j'avais monté une start-up qui n'a pas fonctionné. Mais, entrepreneur, Olivier. Oui, voilà, j'ai eu ce tempérament, technologie, entrepreneur. Je me suis lancé dans le notariat également parce que j'adorais le droit et c'est une carrière qui m'a attiré très jeune. Mais c'est vrai qu'après, je n'ai pas pris le train des réseaux sociaux quand c'est apparu dans les années 2006, 2007, 2008, parce que je regardais ça de loin. J'étais encore la génération qui n'a pas grandi avec ce truc-là. Mais quand tu me parles de réseaux sociaux, est-ce que tu me parles de photos au bord de la piscine sur Instagram ? Non, c'est l'image que j'en avais en réalité. J'avais un peu l'image Facebook, superficielle, les clashs, etc. Et ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le confinement de 2020, parce que à cette époque-là, j'ai signé mon traité d'association et on s'est retrouvé confiné 3 jours après. Donc je me suis retrouvé avec une grosse pression financière, des responsabilités, avec des entreprises à l'arrêt, bloqué à la maison, ma femme était enceinte. Donc je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, surtout qu'à l'époque, au début du confinement, on disait aux gens que peut-être on ne ressortirait jamais dehors à cause des problèmes. Donc, je me suis dit à ce moment-là, il faut que tu agisses sur le digital parce qu'il y a vraiment... c'est une question de survie. Donc, je me suis retrouvé à m'intéresser à ces sujets-là avec beaucoup de temps à la maison, parce que quand on est notaire, on n'a pas. On n'est pas beaucoup à la maison, on a rarement beaucoup de temps à soi. Et donc, j'ai fait ma revue de presse et je me suis dit au départ... je vais aller voir ce qui se fait aux US. D'accord. Je vais faire ma revue de presse et puis je vais commencer par copier les recettes qui marchent outre-Atlantique. Donc, c'était un modèle économique que tu souhaitais t'imprégner ? Il y a forcément des gens là-bas qui ont eu des idées, qui ont mis des choses en place et je vais m'en inspirer. Et en fait, en faisant cette revue de presse, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Rien. En fait, il n'y avait rien. Aucun modèle ? Non, en fait, j'allais voir les sites qui proposaient. Franchement, c'était pas fou. Le contenu n'était pas... Il n'y avait pas de contenu. De qualité. Le fond, la forme, c'était pas fou, quoi. Chacun bricolait un peu dans son sens. J'allais même voir les sites des grands cabinets d'avocats américains. Ça m'inspirait rien de dingue, en fait. Et je me suis dit, en réalité, c'est une industrie.
le droit en général, qui n'a pas du tout pris le virage de la communication comme a pu le faire un secteur comme le e-commerce, par exemple, où là, eux, ça faisait 15 ans qu'ils étaient déjà dans la communication, les réseaux sociaux, le digital. Pour eux, c'était... on voit l'essor d'Amazon, par exemple. Bien sûr. Et en fait, dans le droit, ça ne s'est pas du tout diffusé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, qu'il n'y ait rien. Donc, je me suis dit, je vais essayer de lancer quelque chose. En autodidacte ? Voilà, c'est ça. Alors, je me suis auto-formé, parce que je me suis aperçu qu'aussi, avec Internet, on a beaucoup de ressources gratuites en ligne. Donc, par exemple, j'ai fait l'école de l'image des Gobelins, gratuit en ligne, avec l'université en ligne là, qui s'appelle MOOC. Et en fait, il y a du super contenu qu'on n'a même pas besoin de payer, quoi, si on cherche un peu. Donc ça m'a appris à tourner une vidéo avec mon smartphone, par exemple. Après, j'ai fait des masterclass sur les réseaux sociaux. Au début, j'ai fait des contenus gratuits. Après, je me suis inscrit à des masterclass où on t'apprend déjà à manipuler la plateforme, parce qu'il faut savoir ce que c'est un post, comment tu écris un post, comment tu le publies, quelle est la différence entre un post et un article, comment bien configurer ton profil. Il y a déjà tout un côté logistique qu'il faut appréhender qui n'est pas facile. Donc, il y a tout un travail de fond quand tu postes une vidéo. Oui, il y a déjà un travail. Parce que moi, dès le début, je me suis dit, c'est un truc que je ne veux pas déléguer. Je veux avoir le savoir-faire pour moi. Je ne veux pas être dépendant de quelqu'un. C'est vraiment un truc, en plus, j'avais le temps de le faire. Donc, pendant le Covid, tu avais le temps. Voilà, pendant le Covid. Donc, vraiment, j'ai fait ça à fond pendant plusieurs semaines. Et puis après, j'ai commencé à publier juste avant le déconfinement. Et au début, j'avais vraiment des objectifs très modestes. D'ailleurs, moi, j'avais peur du ridicule à l'époque. Je me suis dit... De ton image ? Ouais, parce que c'est nouveau, on voit passer des choses et tout. On se dit, est-ce que les gens ne vont pas penser que c'est ridicule ce que je fais, que je suis aux abois, quoi, et que je fais un truc vraiment farfelu. Donc, j'ai commencé à publier gentiment. Bon, au début, ça restait vraiment très, très confidentiel, ce que je faisais. Mais quand j'ai commencé à faire des contenus un peu plus audacieux, des vidéos, mes premières vidéos, j'ai vu que j'avais des bons retours. Et de fil en aiguille, d'une situation où je me dis, je vais essayer de, peut-être avec quelques posts, tisser des liens avec quelques agences. Avec une communauté. Voilà, mais vraiment très locale, quoi. Moi, l'idée au début, c'était juste de passer l'hiver. D'accord. Voilà, avec ça. Et petit à petit, j'ai vu qu'en fait, il y avait une demande d'information sur ces sujets-là du public qui était vraiment très importante. Même si c'est un sujet très sérieux, finalement, ça n'ennuie pas les gens. Voilà, moi j'avais ça en tête. Je me disais, les gens, vraiment, ils vont trouver ça ennuyeux, glauque. Moi, les premiers posts que j'ai fait au déconfinement, c'était sur le testament. D'accord. Et j'avais peur que les gens me prennent pour un vautour. Parce que, comme il y a eu le Covid, mortalité, etc. Ça tombait à pic. Les gens se disent, ça y est, les gens meurent, il arrive avec ses testaments et tout, et il veut faire de l'argent sur le malheur des autres et tout, alors que c'est mon métier. Mais j'avais peur de ça. Et en fait, j'étais très bien accueilli. Je me suis aperçu que les gens n'osaient pas s'intéresser ou pensaient que c'était trop compliqué. Et petit à petit, en tissant des liens, en construisant une communauté, j'ai réussi à construire une ligne éditoriale qui fait que les gens adhèrent à la matière, s'y intéressent, et ça permet de créer des échanges. Et après, ce qui a été décisif, c'est que j'ai eu la discipline de continuer. Parce qu'en réalité... La récurrence. Au début, il faut quand même trouver des idées. J'avais du mal à trouver une idée tous les 15 jours au début. C'était pas facile. Et puis la forme aussi, il faut adopter les codes de la plateforme. Donc il y a pas mal de barrières qui se succèdent. Et puis il y a un moment où au début on publie, je pense que les algorithmes sont assez favorables pour encourager les gens à se lancer. Et après il y a un moment où on chute. Ça retombe. On est dans un espèce de désert de Gobi, de visibilité. On cherche sa ligne éditoriale. Il faut trouver ses marques pour adhérer au code de la plateforme, sans tomber non plus dans le ridicule, parce que si on copie tout ce qui est viral, on peut avoir quelques problèmes. On peut quand même écorner son image. Et justement, la Chambre des notaires, il n'y a jamais une réticence
de ton métier par rapport à ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Franchement, je pense que c'est la question qu'on m'a le plus souvent posée. D'accord. Et en réalité, j'ai jamais eu de problème au niveau de la Chambre des notaires de Paris. D'accord. Donc, j'ai ouï dire que certains autres confrères avaient pu avoir des échanges avec leur chambre dans d'autres régions de France. Mais avec la Chambre de Paris, très honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Ça ne veut pas dire que tout le monde apprécie ce que je fais, forcément. Justement, est-ce que tu es face à des haters? C'est-à-dire que comment tu gères ton risque d'image? Est-ce que dans ton métier, tu fais face à des commentaires négatifs de temps en temps sur certaines de tes vidéos? Communiquer, forcément, c'est assumer un positionnement. À partir du moment où on adopte une ligne éditoriale, où on essaie d'avoir un angle éditorial original, parce que on est parti un peu de... C'est pas de rien, je dirais. De rien, c'était en communication individuelle. D'accord. La communication institutionnelle, elle est très fournie, elle est massive, mais c'est de la communication institutionnelle. Ça n'est pas ce que recherchent les gens sur les réseaux sociaux à titre individuel. Les gens qui font vraiment beaucoup d'audience, c'est soit les grandes compagnies comme Coca-Cola, où eux, ils ont des moyens illimités, puis ils se sont lancés il y a 20 ans. Donc eux, oui, ils ont des comptes qui vont tourner à fond, même si c'est institutionnel. Par contre, la tendance à l'heure actuelle sur les réseaux, c'est tout ce qui est personal branding, de la communication de la part d'un individu avec un caractère authentique. Et ça, c'est vrai que... Ça plaît ou ça ne plaît pas? Voilà, ça peut plaire, ça peut déplaire, et puis on peut aimer certains contenus, pas d'autres, de la part d'un créateur de contenu. Alors, comment tu gères ça? En fait, je pense qu'il faut avoir l'humilité d'être à l'écoute des critiques qu'on peut avoir, surtout au départ, quand on est novice. Donc c'est vrai que moi, sur certaines publications, oui, j'ai eu des commentaires assez véhéments, certains justifiés, peut-être pas d'autres, mais en tout cas, j'ai toujours la démarche en fait d'être à l'écoute. En fait, c'est un peu la différence avec mon métier, parce que le métier, on vient me consulter, on écoute ce que je dis, et c'est vrai que c'est un métier où il y a un grand différentiel de connaissances entre la clientèle et puis celui qui fournit la prestation. L'officier ministériel. Voilà, donc c'est quand même très rare d'avoir une contradiction. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est exactement l'inverse en fait. C'est moi qui vais vers les gens, donc j'écris pour les gens. Et si j'ai pas la démarche en fait de remettre en cause soit une publication qui marche pas, donc elle fait peu de vues, bon ça c'est pas un problème, soit où j'ai des retours, certains retours négatifs, en fait ça c'est l'échec assuré en réalité. Parce que en fait sur les réseaux sociaux c'est exactement l'inverse, c'est l'audience qui est totalement maître de ce qu'elle souhaite écouter, de ce qu'elle souhaite regarder. Et donc c'est vrai que c'est un changement de paradigme par rapport à mon quotidien de notaire. C'est un autre modèle économique. C'est un autre modèle économique, c'est un autre modèle de communication, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus horizontal, entre guillemets. Et justement, sans parler de retour sur investissement, Olivier, le réseau social, ça t'apporte quoi concrètement? Des nouveaux clients? Tu as réussi à obtenir des nouveaux clients? Ça peut être un moyen de développer sa clientèle, mais c'est un moyen qui est indirect et il faut publier vraiment sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont vous voir et ils vont te voir, ils vont constater que tu as des connaissances sur certains sujets, l'immobilier, qui les intéressent, la fiscalité, des problématiques que eux peuvent rencontrer ou que leur entourage peut être amené à rencontrer. Mais en fait, souvent, ça va déclencher un rendez-vous avec le notaire qu'ont les gens, en réalité. D'accord. Tu bosses pour les autres notaires? En grande partie. D'accord. En réalité, moi, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit tiens, j'ai vu votre post, je vais aller voir mon notaire, comment je peux préparer le rendez-vous, par exemple. Donc,
c'est vrai qu'il y a un caractère aussi collectif, hein, parce que les notaires, on est une profession qui est très, très structurée. Donc, les gens, en fait, tu vas développer des relations avec eux. Ils vont penser à toi parce qu'ils te voient le week-end, le soir, ils lisent tes publications. Et ça peut déclencher des contacts directs avec des gens qui ont des besoins ou des difficultés. Ou indirect. Ou indirect. Par le biais de leur entourage. Par le biais de leur entourage. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une récurrence, parce que tu ne vas pas faire un poste et récupérer 10 dossiers. Oui, il n'y a pas un lead direct. Non, c'est parce que la personne a lu 15 fois, 20 fois, 30 fois. Tu t'es quelque part un peu ancré dans son subconscient, je dirais, sans faire de psychologie. Hein, mais... C'est comme le film Diversion, tu l'as vu avec Will Smith? C'est un peu ça. C'est quoi? On te met devant toi un certain nombre de signes en rapport avec le sujet. Et au bout de 10, 15 fois le même signe devant une personne, et ben c'est une évidence, cette personne, quand elle aura un besoin, elle va acheter cette marque, ce produit. C'est ça, hein, parce que le fait de scroller avec son téléphone, les publications défilent, tu vois, après tu vois plusieurs fois la personne, et finalement, ça va augmenter ton taux de recommandation. Bien sûr. Évidemment. Ça va aussi renforcer ton réseau déjà existant, parce qu'en fait, les gens qui te connaissent déjà vont te voir plus souvent. Ils vont être rassurés. Ils vont être rassurés, et puis tu vas augmenter ta présence dans leur esprit, en réalité. Et puis, ça peut être aussi un moyen de tisser des liens avec d'autres institutions, d'autres entreprises qui vont être intéressées par échanger des savoir-faire ou des communications sur certains sujets. Ouais. Et justement, en parlant de sujets très actuels, est-ce que dans une certaine forme, les réseaux sociaux peuvent être un échappatoire à la morosité liée à la crise immobilière que l'on traverse dans notre pays en ce moment? C'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout a tendance à être plus rose que dans la réalité, parce qu'on cherche quand même à montrer une bonne image en réalité. Et aussi, moi, c'est quelque chose qui m'a enrichi à titre personnel, c'est que ça m'a connecté avec plein de tendances, plein d'évolutions, plein de technologies dont tu te sers aujourd'hui que je dans ne ton soupçonnais métier pas. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé aux crypto-monnaies, à la blockchain. Alors c'est vrai que les instances notariales en parlent depuis longtemps, mais sur les réseaux sociaux, comme on a une récurrence, on suit des gens, on commence à s'y intéresser, on fait des rencontres aussi. Oui, je me suis intéressé à tout un pan de la société qui avait évolué, parce que sinon on a tendance un peu à être dans sa bulle au quotidien, ses clients. Rester sur ses acquis. Son business. On vit un peu dans une bulle, alors que grâce aux réseaux sociaux, j'ai vu un peu, un détail tout bête, mais j'ai vu l'anglicisation des titres professionnels, par exemple, où avant, moi je suis né dans les PDG, maintenant c'est CEO, CTO. et voilà, c'est des évolutions qu'on voit avec plus de retard dans le vrai monde. On est plus connecté aux tendances sur les réseaux sociaux à la source. Et encore plus si on parle anglais, parce que là, on les voit arriver. Et alors, si je reviens sur la crise immobilière, Olivier, il y a quelques années, vous, les notaires, avez justement subi une crise. Est-ce qu'on peut faire un parallèle justement avec la crise que l'on a aujourd'hui dans notre profession ? Et surtout, est-ce que tu as des conseils à donner à la profession qui nous écoute ? Là, tu parles de la crise des années 90 qu'il y avait eu Par exemple, oui. Ouais. La cause est un peu différente, parce que la crise des années 90, elle avait été causée par les excès des reventes d'appartements, ce qu'on appelait à l'époque les marchands de biens, où en fait, il y avait eu une survalorisation du marché avec des excès bancaires. Et là, c'est un peu différent, parce qu'on sort d'une période avec des taux très bas, avec un déficit de l'offre qui est structurel en France depuis ça date pas d'hier,
Et effectivement, alors moi je ne parlerai pas de crise à proprement parler, je parlerai plutôt de retournement de tendance pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a été sur une tendance où il y a eu beaucoup de flux financiers dans l'immobilier avec des taux très bas, beaucoup de projets, des hausses de prix très importantes. Aujourd'hui, c'est plutôt freiné. Voilà, et là, voilà, du jour au lendemain, en fait, ça a été brutal. Les taux sont passés de quasiment 0 à 5% maintenant. Donc c'est sûr que ça... Mais je trouve que pour la brutalité de la chose, ça pourrait être pire, en fait, parce que le marché aurait pu être stoppé du jour au lendemain. Justement, est-ce que tu as un apport d'expérience à nous partager ? Oui. Comment tu gères cette tendance ? Alors, la tendance, clairement, il y a un moment où ça s'est arrêté avec le taux d'usure parce qu'il n'y avait plus du tout de financement. Ça a été corrigé. Maintenant, on va dire que sur Paris, il y a moins 25% en volume de transactions. Ce qui, pour l'instant, on retrouve des niveaux d'il y a quelques années. En réalité, c'est plus un retour à la normale des 10 dernières années que vraiment une crise. Un rééquilibrage du marché. Oui, voilà, c'est ça. Parce que pour moi, pendant quelques années, on a vécu une forme d'excès. C'est-à-dire que moi, quand je me suis installé dans le 15e, par exemple, les appartements se vendaient en 24 heures. C'est-à-dire qu'il y avait même... Le truc, c'était de trouver des mandats. Il y avait une rareté des biens. C'était incroyable. C'était incroyable. Et donc, le Covid, la hausse des taux ont sifflé un peu la fin de cette période-là. Mais ça ne pouvait pas durer, parce que l'immobilier, quand même, on n'est pas sur des biens qui se vendent en 24 heures, sans visite, en envoyant un texto, juste en ayant lu une annonce. La visite virtuelle, ça fonctionne. Oui, voilà. Donc, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de subjectivité dans l'immobilier. Et c'est vrai qu'on ne peut pas prendre comme référence une période d'excès pour dire qu'on est dans une crise. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, il y a clairement des problèmes sur le marché. Il y a des problèmes d'accès au crédit pour une partie de la population. Il y a des problèmes aussi avec les constructions de logements. D'ailleurs, le Congrès des notaires l'a mis en évidence il y a quelques jours. Mais comment tu rassures tes clients, justement, sur l'avenir ? Je pense que quand on a... Mon opinion, c'est que l'immobilier, c'est quand même un rempart contre la pauvreté, à titre personnel, parce que je vois que moi, je suis dans le 15e Sud, donc il y a une diversité de clientèle très importante. Je peux avoir des profils qui paient l'impôt sur la fortune, avec plusieurs millions de patrimoine, avec des gens et des retraites très modestes. Et en fait, j'ai vu plein de gens relever leur niveau de vie au moment de la retraite en vendant de l'immobilier pour s'acheter une maison dans le sud ou alors à faire un viager pour avoir un reste à vivre plus important. Et s'ils n'avaient pas l'immobilier, ces gens-là, ils seraient dans une forme de précarité quand même. Et moi, je pense que quand on a l'opportunité d'investir... L'immobilier est un ascenseur social ? Je pense, ouais. Je pense parce que si on n'investit pas quand on a la capacité de le faire, on ne sait pas si on pourra demain. On peut avoir un problème professionnel, on peut avoir un souci de santé. Et si on ne l'a pas fait quand les planètes étaient alignées, on ne sait pas si on pourra le faire plus tard. Et moi, j'ai eu un paquet de clients en face de moi qui se mordaient les doigts de ne pas avoir investi à 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est trop tard. Après, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc, c'est vrai qu'il y a les prix, il y a les taux, etc. Mais si on investit sur une durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans, sur des choses où on paie, où il y a un marché qui fonctionne, on s'y retrouvera. Pour moi, c'est important, ouais. C'est important. Olivier, la question de la fin. Je vais te laisser t'enfoncer dans mon fauteuil IMO. Oui. Te projeter. Olivier, si tu étais une pièce dans un appartement, ce serait laquelle et pourquoi ? Ah oui, c'est une bonne question, une question métaphorique. Moi, j'ai tendance à dire la cuisine, parce que... Beaucoup disent la cuisine. Ouais, surtout quand on est professionnel de l'immobilier, en fait. Il y a beaucoup de travail en coulisses. Les gens, souvent, voient la vitrine, la visite, le rendez-vous de signature, mais il y a tout un travail en coulisses très important. Cuisine ouverte ou fermée, du coup ? À l'heure actuelle, elle est encore fermée.
parce que les gens ne soupçonnent pas, et c'est nous qui ne le faisons pas suffisamment savoir, tout le travail qui est en coulisses. Mais en fait, ce concept de cuisine ouverte qui est très tendance dans la gastronomie, c'est un peu le must en ce moment, c'est un peu mon projet avec ce que je fais sur les réseaux sociaux d'arriver à le faire savoir, c'est-à-dire faire savoir tout ce que ça demande comme réflexion. Tout le travail en amont. Ouais, tout le conseil et puis tout l'intérêt pour les gens de prendre des décisions et de se faire conseiller. Ouais. Merci beaucoup Olivier c'était un plaisir d'être venu dans mon émission. À très bientôt. Merci à toi.